partie un peu retour d'expérience et témoignage. Il y a Frédéric Dannery qui vient nous rejoindre, qui est en plateau, directeur commercial chez EBP. Bonjour Frédéric. On est en pleine hybridation là, puisqu'on a des gens en plateau et des gens à distance. Et à distance, on a Romain Greletti qui est ingénieur informatique et directeur chez RLG Informatique. Vous êtes le fondateur et directeur. Jean-Michel Dupont qui est directeur technique chez Mismo. Bonjour Jean-Michel. Vous nous entendez? Bonjour. Et Guillaume Ludger, qui est directeur général chez DoubleClick. Bonjour. Bonjour à vous, merci de nous avoir rejoints, merci d'avoir accepté de témoigner. On a une diversité là de profils et vous allez nous expliquer un peu l'évolution, parce qu'on a différents modèles et différentes tailles de structures. On va commencer par vous, Romain. Vous êtes donc un ancien DSI. On peut supposer que RLG... ça lie un petit peu à votre nom quand même. Hein. C'est vous le fondateur de la structure. Est-ce que vous pouvez vous avez créé en 2009 la société. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse et l'évolution du modèle vers le modèle MSP? Tout à fait. Alors, évidemment, je crée RLG Informatique en 2009. J'ai un passé de DSI dans l'industrie lourde, agroalimentaire et métallurgique. Je crée cette société pour pallier aux problèmes que je rencontrais en tant que DSI, c'est-à-dire trouver des partenaires qui pouvaient nous aider dans la gestion de l'informatique globale, tout en étant externe. Je pensais dès 2009 que l'informatique interne d'une société ne pouvait pas aller au bout de la gestion complète, tellement on va dire que l'écosystème informatique évolue rapidement. Il est difficile de maintenir une DSI interne tout le temps à jour, ce qui était un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je crée RLG Informatique. Dans une idée de support à la DSI, quoi, de DSI étendue, je dirais. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, la société, c'est combien de personnes? Alors, vous êtes basé dans la région nantaise? Nous, on est basé à Nantes, et aujourd'hui, on est 14. D'accord. Frédéric, juste, alors peut-être que BP parle un petit peu à toutes les PME qui peuvent être en ligne. Est-ce que vous pouvez nous représenter la société en quelques mots? Bien sûr, donc EBP est une société familiale qui a été créée il y a 37 ans. Nous sommes aujourd'hui donc 600 collaborateurs, 52 millions de chiffre d'affaires. Nous sommes uniquement dans l'édition d'applications de gestion, donc de logiciels, articulés autour de la gestion commerciale, de la comptabilité et de la paye. Et nous sommes plutôt sur deux modèles, un modèle direct, plutôt adressé sur les TPE, un modèle indirect avec des revendeurs, donc des intégrateurs pour les PME, et puis nous adressons aussi des grands comptes via une business unit. Alors vous évoluez, c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui, vers le modèle de SaaS déjà premièrement, et aussi vers les services à valeur ajoutée. Vous étendez votre offre, c'est un peu l'objectif aujourd'hui de votre intervention. Voilà, on évolue sur le SaaS pour trois raisons, je dirais. La première raison, c'est que nous sentons vraiment qu'aujourd'hui, le marché, en termes de clients, est mûr. Aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ou 3 ans, les clients sont mûrs, sont demandeurs, ils nous demandent du SaaS. Il y a 2-3 ans, on était plutôt sur un marché mûr, mais dans le monde de l'IT. C'est ce que je ressens un petit peu. On en parlait beaucoup entre nous, avec nos intégrateurs. Mais là, il y a vraiment voilà, une demande client. La deuxième raison, c'est qu'il y a des bénéfices techniques et fonctionnels indéniables, à la fois pour le client, qui va lui obtenir automatiquement des mises à jour avec des nouvelles fonctionnalités et une maintenance de son logiciel, bien évidemment en temps réel, et nous-mêmes qui avons maintenant des parcs forcément beaucoup plus homogènes au niveau de nos clients. Et puis la troisième raison, c'est une raison financière, c'est que le SaaS, ça nous assoit sur un modèle de récurrence, bien sûr, avec des revenus récurrents, et donc ça provoque quelque part une sécurisation des revenus. Et vous parliez de maturité marché, mais ça aussi une maturité qui s'est construite au sein de la structure, petit à petit l'évolution vers ce modèle. Jean-Michel, Jean-Michel Dupont, vous êtes de Mismo, directeur technique. Alors le hasard, j'ai aussi encore choisi une société de la région nantaise. Quelques mots sur Mismo. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce qu'à Nantes, en fait, c'est très actif. C'est pour ça, c'est très riche. Oui. Eh bien, Mismo, on est une société informatique fondée en 1992. On va fêter nos 30 ans l'année prochaine. Et on est 170 personnes. Nous, on est présents sur la façade ouest. Donc, on va de Brest jusqu'à Toulouse. Le Grand Ouest. Donc, le Grand Ouest. Et on
Donc on fait de l'infrastructure, on fait la distribution de matériel et puis également d'hébergement. Et puis on a une particularité, c'est qu'on fait de l'intégration de logiciels de gestion et on est éditeur de logiciels d'un ERP pour nos clients depuis une vingtaine d'années. C'était vraiment, vous avez répondu à la demande client, c'était un peu opportuniste comme démarche en fait. C'est ça, en Ouais. fait, au début, alors là, je vais vous ramener un peu à la préhistoire de l'informatique, mais au début, quand les CRM n'existaient pas et que personne ne savait ce que c'était même pas encore inventé, nous, on a eu envie de créer un logiciel pour pouvoir suivre nos clients. Et en fait, on le savait pas, mais on a développé un CRM. Et puis certains de nos clients disaient, bah, c'est pas mal ton truc, j'aimerais bien que tu me le vendes. Donc on l'a packagé et puis on a commencé cette activité-là il y a 20 ans. Alors, double témoignage, là, puisque vous évoluez vers les services managés et vers le SaaS pour la partie édition de logiciel. Donc, vous avez Ouais, c'est cette ça. double. On a vraiment, on est un peu bicéphale chez nous, hein. Donc on a ce métier-là d'éditeur où effectivement on se transforme vers le modèle SaaS. C'est pas simple. Quand on est éditeur, quand on a des clients qui sont installés, qu'il faut faire évoluer, c'est pas simple aussi en termes de développement logiciel. Et puis oui, puis il y a notre métier plus de mainteneur, de fournisseur et de mainteneur de solutions informatiques où là on se transforme vers ce modèle. Ouais. Alors, nous descendons un peu plus au sud pour aller dans le Gers avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de DoubleClick, c'était en 2005, c'est ça? En 2005, Au ouais. début, donc vraiment sur un acteur local, vous avez démarré tout seul et là vous êtes en train de vraiment de monter en puissance de manière très exponentielle. On va démarrer Grâce au petit modèle MSP, ouais. sur le modèle Grâce au SP. modèle MSP. Euh, pour présenter rapidement la structure, j'ai voulu monter cette structure parce que géographiquement parlant, c'était manquant, tout simplement. Comme je suis un vrai passionné de nouvelles technologies et un vrai geek, hein, j'ai voulu en faire mon métier. Un vrai geek, pas celui qu'on voit aujourd'hui qui parle de jeux vidéo, je parle vraiment de passionné. Ça a été très dur au départ parce qu'on était dans une zone très peu peuplée. J'ai monté la structure, il y a 400 habitants à l'endroit où j'ai ouvert la boutique. La plus grande ville du département, c'est 20 000 habitants. Donc la zone de chalandise, à 25 km aux alentours, c'est 30 000 habitants. Donc c'est vraiment peu peuplé. Mais les gens avaient quand même besoin d'informatique. Je me suis différencié dès le début parce que j'étais sur le même modèle économique que tous les acteurs locaux. Hein. Je me suis différencié en voulant absolument faire du domicile, chose qui, il y a 16 ans, en tout cas en campagne, était assez rare, puisqu'on trouvait ces services en ville, mais pas en campagne. Du coup, j'ai créé une relation de confiance. Enfin, voilà. Le modèle économique était quand même très standard au début, vraiment pas orienté MSP. C'est venu plus tard. J'ai découvert le MSP parce que en 2016, j'ai adhéré à la FRP2I. Vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. J'ai rencontré d'autres revendeurs qui m'ont parlé du modèle MSP. J'ai été convaincu. J'ai commencé à lancer des contrats de maintenance. J'ai vite atteint une centaine de contrats de maintenance qui représentaient fin 2019 un petit millier d'euros par mois de maintenance. C'était pas grand-chose, mais j'étais tout seul à ce moment-là. Et je me disais, vraiment, il y a quelque chose à développer là-dessus. Donc, à partir de 2020, j'ai décidé, 1er janvier 2020, mailing complet à tous mes clients, contrat de maintenance obligatoire. Sinon, on ne travaille plus ensemble. Le fait d'avoir créé une relation de confiance tout au long de ces années a fait que plus de 90% m'ont adhéré. On dit, OK, on veut continuer avec vous, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est retrouvé avec un tas de contrats qui arrivent d'un coup en plus. Mais tous ces gens sous contrat voulaient avoir une réactivité qui était déjà importante pour nous. C'est un leitmotiv, la réactivité. Et le service client, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on sait qu'on a de l'intervention distancielle qui est toujours faite en moins de 10 minutes et de l'intervention en présentiel qui est faite en moins de 3 heures sur une intervention normale et en moins d'1 heure sur une intervention urgente. On reviendra un petit peu sur ce que vous proposez, mais c'est vrai que c'est intéressant comme modèle. Alors bon, bien évidemment, je vais dire, vous allez doubler tous les ans mais partant de tout seul, ça va vite. Mais en fait, vous progressez très rapidement parce que aujourd'hui, les solutions permettent de mettre rapidement le pied à l'étrier et de proposer des services à valeur ajoutée. Romain, quelques mots un petit peu sur les services que vous proposez aujourd'hui en mode MSP et surtout sur quel techno ou partenaire vous vous appuyez, comment vous arrivez à proposer ce type de service managé.
Aujourd'hui, on propose l'infogérance comme beaucoup de partenaires, ce qui est le socle au final de notre brique d'implantation chez un client. Et après, on va ajouter des briques. Donc, on parlait de sécurité, donc la sécurité des postes, la formation des utilisateurs aux bonnes pratiques, la fourniture de coffres-forts de mots de passe. Et puis, quand on continue sur la sécurisation des données, on va parler de tout ce qui touche au firewall, filtrage web, filtrage applicatif. Et puis après, on va continuer nos briques avec l'intégration des serveurs clients dans des data centers que l'on gère sur nos propres infras. Donc là, on va capable de faire du SaaS, du IaaS, du PaaS en fonction de chaque client. Et puis après, on peut ajouter la brique qui est la dernière chez nous sous la marque Telnet, qui est toute la brique réseau, gestion des liens fibres et des liens cuivre et toute la sécurisation de ces liens-là. Le but dans notre façon de faire, c'est vraiment de pouvoir gérer toute la chaîne client, brique par brique. On arrive rarement chez un client en faisant tout d'un coup, mais on peut s'imposer petit à petit en montrant patte blanche et qu'on sait maîtriser nos produits, que l'on va avancer sur toute la chaîne client. Oui, c'est maîtriser les solutions de bout en bout. Ouais. Voilà un peu ce que vous proposez. Frédéric, en fait, aujourd'hui, donc on voit vous êtes allé sur ce mode SaaS. Qu'est-ce que représente le mode SaaS aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est sur une répartition 30% de nos clients en mode SaaS et 70% qui restent en mode desk. Alors, une explication, on a plus de 550 000 clients et on fait les choses très progressivement. Oui. On ne veut pas forcer non plus nos clients. D'ailleurs, on commercialise toujours à l'heure actuelle du mode desk pour ceux qui le veulent. Vous êtes en mixte là, pour le moment. Voilà, parce qu'on a quand même des régions où il n'y a pas forcément les liaisons qu'il faut en termes d'Internet. Et donc, on est sur cette répartition, mais il faut dire que depuis maintenant 2 ans, on a un très très fort taux de croissance sur le SaaS. Et d'après nos projections, on arrivera en 2023 à 50-50. D'accord. Et vous appuyez, alors vous aussi, vous cherchez à garder la maîtrise un petit peu, vous appuyez sur vos propres infrastructures. Le mode SaaS, c'est derrière votre expertise. Alors en fait, on a deux offres SaaS. On a une offre actuelle qui existe depuis un certain temps, qui est une offre plutôt de type hébergé. Donc on héberge le logiciel sur nos propres infrastructures, donc dans un data center, avec une utilisation des infrastructures. Et puis nous avons une offre en cours de sortie, là, qui va sortir à la fin de l'année, qui est une offre basée sur les dernières technologies web et qui sera plutôt là sur une plateforme de type Azure. D'accord. Et ces deux offres vont rester en parallèle pendant un certain temps. Très bien, bon, on reviendra un peu sur l'évolution du modèle. Jean-Michel, l'étendue un petit peu de vos services managés aujourd'hui, que propose Mismo? Eh bien, nous, on propose des services de maintien en conditions opérationnelles et puis très vite, comme on a vu que en fait finalement intervenir quand quand nos clients étaient en panne et puis de nous mesurer sur notre capacité à pouvoir intervenir et réparer rapidement, on s'est dit ça serait pas mal de faire un peu plus de prévention. Donc c'est là où on a commencé à s'intéresser d'ailleurs au modèle MSP sur cette partie préventive. Donc tout ce qui concerne la supervision des infrastructures à distance. Et puis on a rajouté après des services de type MSP, donc les fameuses consoles dont on parlait tout à l'heure. Donc nous, on est très friands dans le choix de nos partenaires d'avoir effectivement ces consoles qui nous permettent de pouvoir manager, comme on dit dans le MSP, quand je fais pour un, il faut faire pour tous. Donc le fait de pouvoir par exemple, faire des déploiements automatiques de patchs de sécurité chez tous les clients en même temps en appuyant, alors presque, parce que c'est pas tout à fait ça quand même. Faut un petit peu tuner, mais presque sur un bouton et puis que ça déploie automatiquement. Voilà, ça c'est les services que l'on fait. On a également développé toute une offre autour de la cybersécurité. On a commencé en fait avec la réglementation RGPD à rentrer vraiment dans ce sujet de la cybersécurité. C'est en plein boom en ce moment. On ne parle que, je pense. Alors c'est pas que cybersécurité, on met la compliance dedans en fait aussi. Ouais, c'est ça. Et puis en fait aussi d'y amener beaucoup de prévention sur cette partie cybersécurité, parce on parle beaucoup de remédiation,
Donc ça c'est bien, mais à la limite la remédiation en cybersécurité, c'est un peu quand c'est trop tard, quoi. Hein. Donc c'est bien. Ce qui est bien, c'est de travailler plus en amont. Donc il y a beaucoup de prévention à faire, beaucoup de pédagogie d'ailleurs à faire avec nos clients sur cette partie cyber. Guillaume, alors vous vous présentez hein, sur le site comme, alors je sais plus, vous allez me dire, mais vous êtes vraiment sur le fournisseur de solutions numériques. C'est pas que de l'IT. Aujourd'hui, Non. qu'est-ce que vous proposez? Je dirais, vous êtes aussi, vous allez vers un développement, puisque c'est facile, vers un développement assez opportuniste en fonction de la demande de vos clients. Vous allez sur différents types de solutions numériques au-delà de l'IT. Complètement. C'est très varié. Expert en solutions numériques, c'est la phrase d'accroche de notre structure, puisque effectivement, comme tout le monde, on va faire bien sûr Alors déjà, on ne peut pas acheter d'ordinateur chez nous. On ne peut que les louer. On loue des ordinateurs, on loue des solutions de backup, on loue de la téléphonie. Voilà. Nous, on a poussé le modèle MSP à fond. Ça permet de monter, on a multiplié par 10 la récurrence en moins d'un an. Donc, on a plus de 10 000 euros par mois, 12 000, ce qui est déjà pas mal pour une structure qui, encore une fois, il y a un an, un peu plus d'un an, j'étais tout seul. Là, on est 4 aujourd'hui. Il y a le 4e technicien qui est arrivé aujourd'hui. Donc, on a eu une croissance exponentielle. Donc, on est très opportuniste parce qu'on va faire des marchés en fonction des demandes du bouche à oreille, d'ailleurs, uniquement du bouche à oreille. Mais on a déployé 1000 iPhones pour une structure avec remontée automatique des informations des anciens téléphones. On a déployé plus de 1000 tablettes dans des banques pour faire de la signature électronique. Dans une autre structure, on a fait 1000 Samsung pour faire du badgeage automatique sur les portiers en Bluetooth. On est complètement, comme vous le disiez, opportuniste. Là, dernièrement, on vient de faire un écran géant de 15 mètres carrés extérieur avec études de sol, études béton, et ainsi de suite. Dès qu'il y a un projet numérique qui est intéressant et qui en vaut la peine, on se lance dessus, on cherche les partenaires pour travailler et en fait, de fil en aiguille, par exemple, cet écran de 15 mètres carrés qu'on vient de faire, ça nous ouvre une porte. Là, on a un chantier peut-être à La Réunion et à Lyon, alors que c'est pas du tout notre vous partez secteur, du Gers là. Mais alors plus qu'opportuniste, je dirais réactif. Et quels sont les petits cubes que vous avez derrière vous là? Parce qu'en fait, vous avez aussi un petit peu inventif au niveau marketing. C'est des mini PC. On travaille avec des marques assez ciblées. Par exemple, sur les PC portables, on va travailler avec une marque connue qui s'appelle Terra. Chez nous, on les prend en garantie 5 ans, par exemple, Terra, parce que comme on les loue sur 3 ans, une fois qu'on les a loués 3 ans, qu'on les récupère, on va les relouer 2 ans à notre client et après on va les vendre. Et là, on va les vendre d'occasion au bout de 5 ans si on veut, ou on les revend au bout de 3 ans si il y a quelqu'un qui le nécessite. Les cubes derrière, ça c'est Bleu Jour, c'est français, c'est made in France. Bon, on les fait floquer à notre nom. Hop, pardon. Voilà. C'est des petites configs sympas. Là, ça c'est le petit 3 8 Go 256, c'est pour monsieur tout le monde. Après, il fait i5, i7 sur plusieurs formes factors aussi. Et ça, c'est dans le showroom, c'est l'exposition de tous les coloris. On essaye d'avoir des produits qu'on ne trouve pas chez les autres. Ça permet de nous différencier et surtout, vu qu'on a une offre différente puisqu'on ne fait que de la location, c'est quelque chose, en tout cas localement, on va avoir du mal à retrouver chez les autres. Très bien. Romain, on l'a vu, vous cherchez donc à maîtriser de bout en bout les services, de manager, ce qui demande, on voit les technologies sont de plus en plus complexes, il faut le maîtriser. Vous êtes à la base, vous, un DSI, vous êtes une équipe de passionnés. Comment vous formez, comment vous montez en compétences, comment vous faites votre choix dans une petite structure quand même? Alors, j'essaye de n'embaucher que des passionnés. C'est la clé de la réussite. On reste encore une petite équipe, donc il est relativement simple entre nous de faire de la veille techno, d'essayer plein de produits. Moi, j'achète énormément de produits, que ce soit de la sécu, des PC, des firewalls, des logiciels, des choses comme ça. On teste beaucoup de choses en interne et si ça plaît, on essaie d'avancer. Pour être efficace sur des logiciels ou des matériels en étant une petite équipe, moi j'ai pris le parti en 2009 quand j'ai créé la société de n'avoir qu'un fournisseur par type de techno. Aujourd'hui, voilà, on va citer quelques marques pour faire de la sécu, poste de travail, on ne travaille qu'avec Kaspersky.
et on est tous certifiés au plus haut niveau chez Casper en France, ce qui permet d'être très opérationnel sur la solution. Sur du matériel, on vend que du Dell. Pourquoi? Parce que on pourrait démonter un PC les yeux fermés ou un serveur les yeux fermés. On connaît toutes les gammes depuis 12 ans. Et on va faire que ça. Pour la sécu des réseaux, on va faire du Palo Alto et ainsi de suite. On va aller chercher qu'une marque. On va essayer d'en prendre une pour rejoindre Guillaume. On essaie de prendre des marques peut-être des fois un peu différenciantes. On doit être la plus petite société à faire du Palo Alto dans la région. Donc voilà, on essaye de bien creuser les produits pour être sûr de ce qu'on veut vendre, pour être confiant dans ce qu'on vend. C'est beaucoup plus simple d'ailleurs à vendre aux clients et à expliquer qu'on a pris telle marque ou tel produit parce qu'on l'a bien testé, on l'a challengé et nous on est confiant. Donc du coup ça passe très facilement chez nos clients. Et la commercialisation se fait comment? C'est-à-dire que vous avez une équipe commerciale, des par revendeurs? moi-même, par le bouche à oreille, par voilà. Pour être franc, on a monté une équipe commerciale en septembre 2020. D'accord. Donc c'est pourtant, vraiment une l'aspect croissance à deux viral chiffres, et tous les ans. le bouche à oreille régional, quoi, en fait. C'est ça. La qualité du service fait que les clients nous conseillent ailleurs. Alors, juste Frédéric, vous passez pas encore complètement un modèle de CAPEX à l'OPEX, un modèle SaaS. Comment ça se gère? C'est un peu vraiment un changement de paradigme, notamment pour vos partenaires. Alors, comment vous êtes responsable commercial? Comment vous les avez impliqués, intégrés, rémunérés? Comment ça se passe? Alors, d'abord au niveau d'EBP, pour juste faire un petit préambule, sur ce passage de modèle CAPEX à OPEX, on a, nous, peu de répercussions quelque part financières, parce que, encore une fois, on a un grand nombre de clients, on fait les choses de manière très progressive, on continue à vendre du desk. Donc en fait, la perte de revenus que nous avons la première année, parce que nous ne vendons nous vendons beaucoup moins de licences qu'avant, on la récupère par des clients qui sont en desk, qui aujourd'hui migrent sur le SaaS. C'est pas du Big Bang, c'est du progressif. Voilà, c'est du progressif, et avec les volumes, si vous voulez, on n'a pas eu, nous, à adapter tellement nos rémunérations par rapport à nos commerciaux, et sur le chiffre d'affaires en lui-même, on a une constante. Par contre, je pense que pour nos intégrateurs, c'est un peu différent. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention mes trois confrères là, qui sont avec nous. L'intégrateur, il a moins de volume, bien sûr. Lui, je pense qu'il a plus un changement de modèle et un changement de métier. Et je remarque, moi, dans ceux que je connais, c'est que ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est ceux qui ont vraiment adopté le modèle récurrent et qui se sont adaptés à ça, y compris en termes de rémunération pour leurs commerciaux, et qui ont en même temps une technologie très, très en pointe, très avancée. L'intégrateur ou le revendeur n'est plus un négociant, c'est terminé. Donc il perd des revenus avec ça. Il n'est plus non plus, il a beaucoup moins d'infras à gérer. Je parle des infras sur site, chez les clients. Et donc en fait, il faut qu'il tire son épingle du jeu par une forte technologie sur des sujets précis. C'est pour ça que j'écoutais avec beaucoup d'attention Guillaume, entre autres, et Romain. Et en même temps, le modèle récurrent va lui faire bien sûr perdre peut-être un peu sur les premières années, mais derrière, il va avoir une sécurisation des revenus grâce à ce modèle. Très bien. Vous gérez aujourd'hui la transition. Jean-Michel, alors vous avez, sur les deux aspects, on va commencer par l'édition de logiciels. Vous avez vos propres équipes de dev, là, c'est des équipes internes que vous avez? Tout à fait, tout à fait. On développe en interne. On a des développeurs qui font ça. On a des chefs produits. On a une roadmap produit. Enfin, comme un éditeur traditionnel. Et donc, on développe au fur et à mesure de l'évolution du marché. Et puis aussi, on fait beaucoup d'open innovation sur la partie fonctionnelle. Donc avec nos clients en fait pour pouvoir améliorer le produit sur certains axes. Alors aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins parce qu'on forcément on commence à verticaliser un petit peu nos offres pour avoir des solutions métiers. C'est un peu des solutions, des offres sur étagère, un peu en fonction des besoins métiers, quoi. C'est un peu sur étagère, je dirais. C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors tout en essayant de garder une standardisation la plus forte possible. Et sur la partie, je dirais, service manager, l'évolution justement, un peu la même question que Romain, comment vous faites évoluer vos équipes, comment vous formez, est-ce que
comment vous attirez aussi des talents Ouais, l'aspect alors people la formation, c'est essentiel, hein, Ouais. dans nos métiers. Il faut qu'on se mette, à jour toutes les semaines. Il y a des sujets, par exemple, si on prend Microsoft 365, toutes les semaines, il y a de l'actualité, il faut se mettre à jour, donc il faut faire beaucoup de veille techno. Donc nous, on s'est structuré avec un pôle de veille, donc qui fait de la veille technologique pour le groupe, et on a monté aussi une école interne parce que pour les partenaires, effectivement, nous aussi, on a resserré en fait nos partenariats pour avoir des partenariats beaucoup plus forts et se spécialiser sur des gammes produits qui sont pas forcément des choix technologiques à la base, mais qui sont aussi des choix de partenariat, d'accompagnement, de formation. Mais souvent quand même, ça reste assez standard. Et nous, comme on aime bien personnaliser pour nos clients, on a monté une école interne pour pouvoir faire des formations personnalisées sur certains sujets qu'on retrouve pas en fait sur le marché. Et puis sinon, on travaille avec des écoles de formation. On a de la chance à Nantes, il y a des très belles écoles de formation informatique, donc on en profite et pour pouvoir former nos collaborateurs. Et vous disposez de votre propre réseau de commercialisation ou c'est Oui, ce sont nos propres commerciaux. Alors, effectivement, on parlait des modes de rémunération. Quand on passe sur des modes MSP à l'usage, abonnement pour les commerciaux, c'est une vraie tuerie hein, sur le changement de mode de rémunération. Donc, ça, c'est un point fondamental dans ce passage-là, d'avoir des plans de rémunération qui soient bien adaptés à ce modèle, parce qu'effectivement, on va pas toucher les revenus tout de suite, mais en même temps, il faut bien vivre quand même tous les mois. Donc voilà, il faut trouver un entre-deux qui soit le plus juste possible. Très bien, Guillaume. Il y a une expression être au four et au moulin, c'est un peu votre cas parce que vous êtes tout seul, vous étiez tout seul jusqu'à présent. Maintenant, vous staffez un peu, mais comment on peut à la fois commercialiser, à la fois installer chez vos clients et à la fois vous former aussi pour être un peu up-to-date sur les technologies. Alors, au niveau formation, c'est simple. Je suis autodidacte. Je n'ai aucun diplôme en informatique. C'est juste la passion. Mais d'ailleurs, mon premier job dans une boutique d'informatique, je me suis présenté technicien et j'ai dit, voilà, enfin, j'ai pas de diplôme, engagez-moi comme technicien, vous verrez bien que je vaux la peine. Et ça a duré 4 mois, on m'a proposé un CDI, j'ai dit non parce que j'avais d'autres objectifs. Donc la formation, c'est tout en interne. Je forme mes équipes sur les technologies qu'on maîtrise. Je trouve que le discours de Romain est très juste et on a la même chose ici. On met les mains dans le cambouis, on achète du matériel, on le teste, on le valide. Si on le valide, on le commercialise. On ne tente pas d'installer un truc chez un client qu'on n'a jamais On ne maîtrise pas. Ouais. C'est pas concevable pour nous en tout cas. Après, s'il y a une urgence et que je n'ai pas les compétences, parce qu'on est une petite structure qui grossit de manière exponentielle très vite sur les 24 derniers mois, on va dire, en faisant partie de la FRP2I, j'ai toujours un appui technique sur certains membres. J'en appelle un qui me dit non, mais appelle un tel, il est spécialisé. On est quand même près de 200 membres, donc ça permet d'avoir un appui technique à l'instant T s'il y a une urgence. Après, au niveau de la rémunération, comme disait Jean-Michel, moi, j'ai décidé de donner 10% en fixe de tous les contrats de maintenance que mes techs font signer, puis j'ai pas de commerciaux. C'est-à-dire qu'un tech fait signer un contrat à 100 € par mois, il a 10% par mois sur son salaire, tout le temps, tant que le client reste. Le but du jeu, c'est que si le client est satisfait, il reste, et mon tech veut que le client soit satisfait pour continuer à toucher sa rémunération. Le premier tech est arrivé l'année dernière, donc en un an, il a signé un peu plus de 1 000 € de contrat, donc il a déjà plus de 100 € de prime. Et vu son investissement dans la société, il fait quasiment autant d'heures que moi, il compte jamais, il arrive plus tôt, le matin il finit plus tard, jamais il réclame quoi que ce soit. Il a pris 400 € d'augmentation en un an. Voilà. Je trouve que il faut savoir récompenser. Cette idée de rémunération récurrente aussi pour les techs,
est hyper motivante. Bon, oui, c'est sûr, un one shot, quand il fait signer un contrat à 10 € hors taxe par mois et qu'il prend 1 € de plus à la fin du mois, c'est pas motivant sur le one shot. C'est motivant sur la durée et ça met une certaine paire de menottes sur le long terme aussi. Otex, il est bon parce que il pourra pas aller négocier cette REM directement ailleurs. Ça, c'est mon avis. Oui, Après, on avait dit qu'on fonctionnait beaucoup avec le bouche à oreille, mais on fonctionne aussi beaucoup avec le réseau. C'est très, très, très important. Je crois qu'aujourd'hui, pour développer un business, il faut du réseau. Ça, c'est essentiel. Et moi, je trouve, dans mon cas, en tout cas, s'entendre bien avec les confrères. On ne se tire pas dans les pattes. Quand j'ai ouvert en 2005, je suis allé toquer à la porte de toutes les boutiques d'informatique qui étaient sur ma zone de chalandise. Et j'ai ouvert la porte, j'ai dit bonjour, je m'installe, je vais faire la même chose que vous, mais je voudrais qu'on se serre la main plutôt qu'on se tire dans les pattes. Est-ce que c'est possible? Eh ben, il y en a qui m'ont, pour de vrai, dit, tu fais demi-tour, tu te casses, on ne veut pas te voir, on ne veut pas entendre parler de toi. Et il y en a qui m'ont accueilli, entre guillemets, les bras ouverts, en me disant, il n'y a pas de problème, tu es le bienvenu, il y a du travail pour tout le monde, c'est une bonne chose, je suis content de voir cette démarche. Guillaume, vous allez pouvoir faire valider votre compétence technique, mais aussi marketing, j'ai l'impression. Donc, un peu de perspective là, sur l'évolution de vos modèles. On va commencer par vous, Romain. Vers quoi vous développez-vous? Est-ce que là vous avez une forte composante sécurité, par exemple? Est-ce que dans l'idée c'est de devenir fournisseur de SOC, par exemple, ou d'aller vers d'autres services à valeur ajoutée? Quelles sont un peu vos perspectives? Alors, la sécurité et la perspective, bon, on fait ça depuis des années. Aujourd'hui, on surfe sur ce qui se passe, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés, dans les hôpitaux, les choses comme ça. Là où on essaie d'être un peu différenciant sur la partie sécurité, on va emmener la sécurisation des postes et des serveurs, des réseaux, du WAN, à peu près comme tout bon prestataire informatique. Là, on essaie d'aller un peu plus loin, c'est qu'on va essayer de former et de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs chez nos clients par des petites formations flash sur la bonne gestion de leur data, de leur mot de passe, de leur hygiène informatique. Car, comme vous le savez, la problématique vraiment de la sécurité vient des utilisateurs à 95%. Donc, on essaie de prendre le problème un peu dans l'autre sens et de dire, si on forme correctement les utilisateurs et leur façon de faire, on va emmener la sécurisation globale du réseau de la société, du client, plus facilement. Si vous n'avez pas de formation utilisateur, vous pouvez pas sécuriser le réseau, c'est pas possible. Très bien. Alors, par moment, ça devient un peu métallique, c'est les problématiques de gestion de débit de zoom, hein, c'est pas Telnet du tout, c'est juste là-dessus. Frédéric, en fait, vous avez non seulement évolué vers le modèle SaaS, mais vous cherchez aussi à enrichir l'offre, à actionner, à avoir des briques, en fait, orientées utilisateurs, services à valeur ajoutée. Vers quoi vous tendez? Et justement, ces briques, on parlait tout à l'heure de services actionnables, sont rapidement actionnables, mises en place. Alors, en fait, juste avant de répondre à votre question, je voudrais juste apporter un petit point sur la rémunération de nos intégrateurs, parce qu'on a parlé de la rémunération des commerciaux. Oui. Sur la rémunération des intégrateurs, on avait un modèle avant où nous rémunérions donc sur la licence, et puis ensuite sur des services qui étaient vendus. Aujourd'hui, on est passé sur une rémunération dans le SaaS, et en fait, on a choisi de rémunérer dans la durée, mais avec une prime à la souscription. Voilà. D'accord. Donc c'est ce qui nous paraît le modèle mixte. Pas que sur la prescription, pas que sur la durée. La durée, oui, parce que le client est toujours le client de l'intégrateur et l'intégrateur le fait replonger, si je puis dire, chaque année. Mais en même temps, il y a une forte prime à la souscription, ce qui me paraît normal parce que c'est l'acquisition de clients. Voilà. Je referme la parenthèse. Non, c'est important, vous avez voilà, fait, parce qu'on n'en a pas tout à fait parlé. Alors, sur la partie, sur la richesse de l'offre, on a une richesse fonctionnelle, bien sûr, qui est une richesse métier. Bon, là, on va régulièrement interroger nos clients et nos intégrateurs via des groupes de travail, des focus groups, sur des thèmes bien précis. Et on enrichit l'offre comme cela. Par exemple, si on prend notre logiciel sur le bâtiment, par exemple, on va faire un focus group dans le domaine du bâtiment, on va interroger nos intégrateurs, on va interroger des clients, et derrière, on va décider de faire telle ou telle fonction. Maintenant, il y a l'enrichissement de l'offre aussi en termes d'intelligence artificielle. On parlait vraiment de l'avenir ou de l'utilisation de la donnée. Donc chez nous, c'est des sujets qui sont totalement d'actualité. Ce n'est pas parce qu'on fait de la gestion
avec de la comptabilité ou de la paye ou de la facturation, qu'on est en dehors de tout ce qui est intelligence artificielle, utilisation de la donnée. Pour nous aussi, pour notre domaine, c'est important. Voilà, donc on a aujourd'hui pas mal d'études qui sont orientées sur le data-driven et qui nous permet notamment d'analyser en profondeur le comportement et l'usage de nos clients, puisqu'on peut le faire maintenant grâce aux nouvelles technologies, et donc d'en tirer des conséquences pour pouvoir mettre en place, par exemple, des automatismes dans nos applications, éviter des saisies fastidieuses, mettre en place des suggestions. Voilà. Donc c'est automatisation et personnalisation. Voilà, et on essaye vraiment de se lancer dans ce domaine-là, grâce en fait au simple fait d'observer comment nos clients utilisent nos applications. Très bien. Jean-Michel, vous êtes sur le Grand Ouest. Est-ce que vos ambitions c'est de devenir un acteur national? Vous allez vers d'autres expansions géographiques? Oui, en fait, on cherche aujourd'hui à s'étendre. Déjà pour un peu plus étoffer notre présence sur la façade ouest, et puis aussi sur d'autres secteurs géographiques où on n'est pas encore présent, qui était une stratégie qu'on avait commencé à nos tout débuts, quand on a fondé Mismo, et puis là qu'on va, pour pouvoir passer une certaine taille critique, pour continuer à être présent sur nos marchés. Donc voilà, on est sur une phase l'expansion, de croissance plutôt externe, de recherche de croissance externe sur certaines régions où on n'est pas encore présent. Alors Guillaume, avant de vous faire acheter par Mismo, le truc, vous développez là, vous ouvrez double-clic réunion. En fait, alors je dirais cette réactivité ou cette vision un peu opportuniste vous pousse à non seulement vous étendre géographiquement potentiellement, voire même aller sur de nouveaux services. Alors je sais pas quelles sont vos perspectives là. Je n'en ai pas. Je vis au jour le jour mon entreprise parce que elle me dépasse un petit peu des fois. Puisque cette manière opportuniste, je vais reparler de réseau, mais on a un client qui a été choisi par le gouvernement, par exemple, pour développer les diplômes français à l'étranger, la francophonie à l'étranger. Et là, il nous a demandé de l'accompagner pour équiper une université privée en République démocratique du Congo. Ah oui. Donc, de l'équiper totalement en numérique. Bien sûr, on parle de privé parce que public au Congo, il avait peur qu'on n'ait pas de fonds ou que les fonds passent autre part. Donc, il a choisi une université privée. Il l'a visité une première fois. Là, la prochaine étape, c'est de nous amener sur place et de faire un diagnostic et de savoir. Voilà. Donc, c'est de l'opportunisme. J'ai pas de projet de développement. À l'origine, j'avais pas prévu de grossir. J'étais très bien tout seul. Après, je suis devenu moins bien quand je travaillais de 5h à 20h, mais je dois pas être le seul dans le groupe. Voilà, j'ouvrais la boutique à 5h le matin. De 5 à 8, je dépannais les machines. De 8 à 18, j'allais chez les clients. Et de 18 à 20, je faisais du dépannage et des fois, je faisais de la paperasse après. Mais voilà, donc non, je n'ai pas de perspective à proprement parler. On m'aurait dit il y a 5 ans, grâce au modèle MSP, tu vas passer, il y a 5 ans, je faisais 100 000 euros de chiffre d'affaires tout seul. Aujourd'hui, j'en suis à 360 en hors taxe. C'est pas des gros chiffres d'affaires, mais encore une fois, c'est une évolution. C'est exponentiel pour votre taille, donc voilà. Ouais. Bon, en tout cas, merci pour ces témoignages, messieurs. Mais on voit tout à fait que justement le modèle MSP ou CSP permet de monter en puissance très rapidement, d'accélérer le time to market, de se développer. Donc merci encore pour vos témoignages. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous sur cette table ronde. Merci en tout cas de nous avoir rejoints en plateau, Frédéric. Merci. Et une prochaine fois pour un prochain événement IDC. Avec plaisir.